Bonjour Paul, merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que j'ai bien ton consentement pour enregistrer, filmer et diffuser la vidéo Oui, sur tout à YouTube? fait. Tout à Parfait. fait. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nous dire un petit peu Oui, qui tu es? je m'appelle Paul Greenman. Je suis psychologue clinicien de formation. J'ai fait, en fait, en Amérique du Nord, quand nous parlons du baccalauréat, il ne s'agit pas du lycée, mais plutôt d'un grade universitaire. Donc, j'ai fait mon baccalauréat aux États-Unis, à Boston College, euh, en psychologie et aussi en germanistique. Ensuite, j'ai fait mon doctorat en psychologie clinique à l'Université d'Ottawa au Canada, Mhm. où je demeure maintenant depuis 21 ans. Euh, Fait que c'est ça. En ce moment, je suis professeur titulaire de psychologie clinique à l'Université du Québec en Outaouais. Mhm. Je suis aussi directeur du département de psychoéducation et de psychologie à l'Université du Québec en Outaouais. J'ai une pratique privée à l'Institut du couple et de la famille d'Ottawa, là où je demeure. On est très proche de la frontière entre les provinces de l'Ontario et du Québec, donc je me promène un peu entre les deux. D'accord. Je pratique principalement dans la province de l'Ontario. J'ai la pratique privée et je fais principalement la thérapie conjugale. Et jusqu'à très récemment, en fait, jusqu'à la semaine dernière, j'étais psychologue clinicien à l'unité de médecine familiale à l'hôpital Montfort à Ottawa, qui est l'hôpital qui dessert la population francophone de la ville d'Ottawa, où les francophones sont en situation minoritaire. Ma recherche porte sur le développement de différentes interventions psychologiques auprès des personnes ayant des maladies physiques chroniques, donc des interventions pour des personnes ayant des troubles de stress post-traumatique suite à une maladie cardiaque ou pour bien mélanger mes intérêts, mes passions. On a développé une intervention qui s'appelle Guérir les cœurs ensemble pour des couples dans lesquels un partenaire ou les deux ont subi une maladie cardiaque et c'est une intervention conjugale. L'idée, c'est de pouvoir améliorer la relation et par la suite améliorer la santé mentale et physique des gens. Donc, j'ai fait de la recherche, j'ai une pratique clinique, j'ai une charge administrative et bien sûr, il y a de l'enseignement. Donc, je suis professeur depuis 15 ans maintenant à l'Université du Québec en Outaouais. J'ai enseigné les cours de tous les niveaux sur la psychologie humaniste, la psychologie clinique, la thérapie conjugale, la supervision clinique. J'ai supervisé au fil des années une centaine d'étudiants dans leur stage, dans leur formation pratique Mhm. pour devenir psychologue, non seulement à la clinique de services psychologiques de l'Université du Québec en Outaouais, mais aussi à l'unité de médecine familiale de l'hôpital Montfort. Donc, c'est un peu de tout. Et en fait, parlant de la psychologie, une des choses que j'ai toujours trouvé un privilège de cette profession, c'est effectivement la façon dont nous sommes formés pour avoir plusieurs habiletés. Et j'ai la chance d'occuper un poste qui me permet effectivement euh, de faire un peu de tout. Euh, D'accord. j'ai été formé comme clinicien, comme chercheur, un peu aussi pendant ma formation comme administrateur, superviseur. Donc, je profite de ça pour faire un peu de tout ça dans ma vie professionnelle en ce moment. C'est un Voilà. bon message parce qu'en France, je pense que c'est un peu plus compliqué de pouvoir faire un petit peu de tout. Tes influences finalement théoriques, c'est quoi en tant que clinicien? Tu as parlé d'approche humaniste. Est-ce que tu as... Oui, ici en Amérique du Nord, comme tu le sais, Maximilien, probablement le courant très, très populaire, c'est le courant cognitivo-comportemental. Fait qu'effectivement, j'ai quand même un bagage en thérapie cognitivo-comportementale, mais Ouais. mon approche principale et la façon dont moi je comprends les gens, la psychopathologie, c'est vraiment à travers des lunettes plus humanistes. J'ai été très, très influencé par les œuvres classiques de Carl Rogers, de Fritz Perls, euh, et plus récemment des gens comme Leslie Greenberg. Ouais. Mais j'ai aussi eu la chance de travailler avec Susan Johnson. En fait, Sue Johnson, c'est une mentor
une amie, c'était ma prof à l'Université d'Ottawa quand j'étais étudiant à l'Université d'Ottawa. Et j'ai fait toute ma formation à la thérapie conjugale avec elle. Et depuis les années d'étudiant, je collabore avec elle sur de nombreux projets de recherche et des demandes de subventions, des activités de formation. Donc, elle et sa perspective axée sur l'émotion ou centrée sur l'émotion était vraiment l'influence principale sur moi en tant que clinicien. Donc, c'est plutôt l'approche cognitivo-comportementale à la base que tout le monde a un peu appris au Canada, mais c'est surtout l'approche humaniste. Ouais. Les Oui. deux se rangent bien dans ton esprit. Est-ce que tu Ah, utilises des outils cognitivo-comportementaux ou finalement plus vraiment? beaucoup de gens me posent cette question. Paul, Ouais. comment tu fais? Parce Comment c'est que... rangé dedans dans ta tête, je me demande. Voilà. Oui, oui, Comment on écoute, puis qu'est-ce qu'on utilise finalement, tu vois? Je me oui. demande. Mais premièrement, je pense que c'est très important que le clinicien de ne pas être trop marié à une seule et unique approche. Je pense que ça va de soi. C'est un axiome si je dis que toutes les approches apportent quelque chose à notre compréhension de l'être humain, à notre compréhension du Oui, comportement alors humain. là, on est au Canada, là. Ici, on est en France, donc c'est plus compliqué de Oui, hein? OK. pouvoir avoir ce point de vue. Ben, Oui, oui, exactement. Moi, c'est, quand j'ai ce c'est, genre de discours, on me dit que bon, c'est plus américain et que c'est pas forcément. Il faut faire un choix. Souvent, on me pousse à vouloir faire un ben, choix. ce que moi, je dis tout le monde, OK, il faut faire un choix, c'est-à-dire Il faut faire un choix en connaissant d'abord. Tu peux pas faire un choix si tu connais pas les choses avant. mais c'est la différence entre l'éclecticisme et l'intégration. Et ici en Amérique du Nord, et je pense aussi en Europe, parce que je sais que c'est différent dépendant le pays, euh, mais on parle de plus en plus aussi d'intégration d'approche. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des éléments, par exemple, la troisième vague en thérapie cognitive-comportementale, la pleine conscience, ce sont des choses qui ont des bases dans les philosophies zen, comme la gestalt thérapie. C'est pas du tout nouveau. Il y a beaucoup de recoupement. Ce que moi, je dis à mes étudiants souvent, c'est très important d'avoir une orientation théorique pour comprendre un cas, pour comprendre une personne, pour comprendre une famille, un groupe, peu importe la clientèle ou la modalité. Mais on peut effectivement intégrer dans nos interventions des techniques issues de Ouais. notre approche. On a besoin de notre carte de route C'est-à-dire claire. on est plus dans une intégration assimilative, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a une approche théorique de base et qu'on peut y ajouter de manière cohérente à notre modèle quelque chose, plutôt que de tout mélanger, parce que c'est ce que se disent souvent les Français, en tout cas sur l'intégration, c'est qu'ils ont l'impression qu'on mélange tout et que tout vaut pour tout, mais ce qui n'a aucun sens, Non, évidemment. non ça Toi, c'est... tu parles d'une intégration assimilative, c'est-à-dire progressive, d'éléments extérieurs. Les Suisses l'ont montré dans une recherche, d'ailleurs, qui est très intéressante, c'est-à-dire que les thérapeutes, même quand ils ont l'impression de n'être que d'un seul courant, en fait, empruntent sans s'en rendre compte, même parfois des éléments qui viennent d'ailleurs. La chaise vide de Peirce, on va la retrouver en systémie, elle vient de la Gestalt, etc., etc. Voilà. Ouais. Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment différencier entre l'éclectisme et l'intégration. Et Mm. c'est important d'avoir une carte route, une compréhension claire. Par exemple, la plupart du temps, la manière dont je comprends le monde issu de la perspective humaniste, issu de la perspective centrée sur l'émotion, qui a ses racines en thérapie centrée sur la personne, en gestalt thérapie, de façon générale, j'aurais tendance, en tant que clinicien, à percevoir ce qui ne va pas chez le client Mm. comme étant le résultat de certains blocages au niveau émotionnel, Ouais. d'un manque d'accès, d'un manque de reconnaissance et d'une incapacité ou d'une faible capacité à ressentir et à nommer l'émotion pour ensuite agir en fonction de l'émotion, la notion que l'émotion guide le comportement. Donc, très souvent, quand je rencontre des clients et j'essaie de comprendre, OK, pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne? Pourquoi est-ce que ça ne va pas chez cette personne? Mm. Très souvent, ça va être à travers ces lunettes centrées sur l'émotion et je vais détecter effectivement du blocage, une difficulté à vraiment bien identifier, nommer et utiliser l'émotion. Mais parfois, si cette personne avec qui j'ai cette conceptualisation plus centrée sur l'émotion présente une phobie spécifique,
Mhm. Ben, bien sûr, je vais peut-être intégrer dans mon approche, dans mon travail clinique, des techniques issues de l'autre approche que je connais, Oui, qui est l'approche cognitive donc ça comportementale, peut à faire une t'arriver par exposition. moment. Oui, donc ça peut t'arriver par moment de te dire, bon, je vais utiliser quelque chose d'autre et je vais changer la trajectoire finalement. Je vais rajouter quelque chose dans ma boîte Absolument. à outils parce qu'à ce moment-là, c'est nécessaire. Oui, Absolument. J'ai un bel exemple. Et moi, je suis vraiment convaincu, je suis humaniste convaincu. C'est dans mes veines, OK? Mais ouais, j'étais à l'hôpital, puis notre population, c'était une population médicale. Il y avait un monsieur qui avait le diabète de type 2 ouais. qui était censé prendre l'insuline pour réguler ses sucres, pour ses glycémies. Mais monsieur, il avait une phobie des aiguilles. Et je n'avais que 4, 5 rencontres pour travailler avec lui. Fait que c'était pas question Ouais. de détecter, OK, d'où, pourquoi il y a la phobie, est-ce que c'est en lien avec un événement quelconque de Tout de son suite, enfance? la psychanalyse ou l'approche Non, humaniste ne vont pas répondre à cette question sur un symptôme c'est, précis. Voilà. il fallait que monsieur se débarrasse de sa phobie pour prendre son médicament, sinon il allait mourir. Bon, j'ai fait de l'exposition. J'ai fait principalement de l'exposition. On a parlé par la suite un peu d'autres choses. Oui, on a découvert au niveau relationnel plusieurs choses qui ont joué un rôle important dans son niveau élevé d'anxiété. Mais Mhm. pour lui, l'intervention principale, j'avais demandé aux infirmières de me passer des aiguilles, puis de montrer comment ça fonctionne. Puis à un moment donné, il y avait une infirmière qui est venue en séance avec moi parce que moi, je n'ai pas le droit de toucher à mes clients, de les piquer, mais elle, oui, donc elle est venue. On l'a fait ensemble avec le patient et c'est comme ça qu'il a réussi à maîtriser cette anxiété. Donc, mais en général, globalement, je pense qu'effectivement, c'est très important d'avoir une façon, une orientation théorique qui garde notre compréhension Mhm. d'un cas particulier ou d'une personne particulière. Mais des D'autant que quand fois, on utilise un outil et qu'on a une approche théorique de base, on peut être amené à le repenser différemment, cet outil, parce qu'il est plus porteur oui, d'une intention. Et oui, cette intention, elle va être prise aussi par notre oui, orientation de base. Donc, oui. je pense qu'on peut utiliser un outil sans forcément, comment Oui. dire, prendre toute la philosophie ou l'idéologie de toute la thérapie aussi. Et c'est ce que Puis, tu expliques là à ce moment-là, finalement. et Ouais. c'est en plein ça. Pour des problèmes comme euh, la dépression, les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, je pense que on peut être assez enraciné dans une approche particulière. Un bel exemple où l'intégration est absolument nécessaire, c'est le traitement du trauma. C'est le traitement du trouble de stress post-traumatique ou le traitement du trauma complexe Mhm. qui implique des trahisons de la part des figures d'attachement. Ça aussi, par ailleurs, c'est un courant théorique qui m'a énormément influencé. J'ai travaillé avec Sue Johnson, bien évidemment, mais c'est ça, l'attachement, les relations interpersonnelles, la façon, le besoin primordial de l'être humain de construire et de maintenir des liens affectifs importants avec d'autres êtres humains, Mhm. à mon avis, c'est à la base de tout. Et ce qui est intéressant, et j'ai vu que dans tes questions, des choses que tu vas peut-être me demander tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui importe en psycho. Moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est la preuve scientifique. Et on a maintenant plus de 60 ans de recherche scientifique qui nous Ouais. démontre quelque chose que tous nos grands-mères savaient, qui est les êtres humains, on a besoin des uns des autres, Mhm. que ce n'est pas aucunement pathologique d'avoir besoin de ressentir la disponibilité émotionnelle d'autres êtres humains. C'est même nécessaire à Ouais. la survie de notre espèce et nécessaire à notre santé mentale et même nécessaire si on est pour devenir autonome et indépendant et pas fusionner et tout ça. C'est un peu paradoxal, Mhm. mais l'autonomie passe par les liens d'attachement sécurisants avec d'autres personnes. Et tout ça, tu vois, c'est une perspective aussi très, très humaniste. Hein? C'est L'idée que intéressant parce que tu les... vois, pour le coup, l'attachement, ça peut être un point d'accord
oui, qui peut mettre en accord assez facilement, pour le coup, des psychanalystes, mais aussi des Oui, comportementalistes. oui, C'est des points quand même qui permettent d'apaiser psychosynète. les conflits. Ouais, Ouais. exactement. C'est ça, il y a tout ça. Quand je vois des patients, il y a ces éléments d'attachement qui me passent par l'esprit tout le temps. En fait, je vois le manque de liens d'attachement sécurisants comme étant à l'origine du blocage émotionnel dont on parle dans les approches humanistes depuis que les approches humanistes existent. Hein. Et on spécifie un peu d'où ça vient. La personne euh, n'est pas en mesure de reconnaître ou ressentir sa peine, sa peur, sa colère, puis ainsi de suite, parce que lorsqu'elle a été petite, euh, il n'y avait personne qui était là pour la soutenir là-dedans, ou pire, qui faisait activement mal. Donc, c'est ça. Parlant de Je pense mes que influences et mes origines, hmm, c'est vraiment ça. Mais ça ne me gêne pas de temps à l'autre d'intégrer des outils issus d'autres approches. Et comme je disais tout à l'heure, pour le traitement du trauma, je pense que c'est absolument nécessaire. Il y oui. a tellement de variétés de traumas, il y a tellement de différentes interventions qui ont de preuves scientifiques. Et c'est vrai que pour le trauma, on est plus facilement à même de penser à l'ICV, à l'EMDR, à la TCC, à Exactement. l'hypnose, etc. Ouais, exactement. Donc voilà, je peux en Peut-être parler parce qu'on pendant. on est aussi peut-être plus à l'aise sur la sémiologie du psychotrauma et qu'elle est moins dépendante aussi d'une théorie en particulier. Tu vois, par exemple, moi je repense à l'utilisation de l'hypnose pendant la Seconde Guerre mondiale. Hmm. On était face à une nécessité avec une réalité qui était moins soumise à interprétation. Tu vois. Quand on parle d'angoisse, par exemple, ou d'anxiété, on peut être sur quelque chose d'un peu plus flou et les nosographies sont plus facilement dépendantes finalement de la théorie qui regarde. J'étais en train de me demander, c'est une question qui n'était pas prévue, mais selon toi, tu penses que tous les troubles de l'attachement peuvent être guéris, soignés, accompagnés par la psychothérapie ou... Parce que finalement, on parle de troubles de l'attachement comme d'une variable avec laquelle il faut faire avec et composer. Mais je me dis que certaines thérapies ont tendance à nous faire entendre qu'on pourrait régler tous les troubles de l'attachement. Je ne sais pas ce que tu en pensais, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Premièrement, je devrais être très clair. Moi, je pense que ces difficultés d'attachement qu'on appelle, qu'on donne l'étiquette d'un trouble d'attachement ou pas, je pense que la vaste majorité de ce que nous voyons en psychologie clinique, à moins qu'on travaille dans les centres psychiatriques et on fait affaire avec des personnes aux prises avec des troubles psychotiques ou des troubles bipolaires, des choses pour lesquelles on sait qu'il y a des bases biologiques. Mais pour tout le reste, quand on pense, si on est pour prendre une perspective plus diagnostique sur la chose pendant un instant, donc des troubles de l'humeur, des troubles d'adaptation, des troubles anxieux, des troubles de stress post-traumatique, de quoi est-ce qu'il s'agit? Les gens sont tristes et ils ont peur. Mhm. Et je suis convaincu que dans la plupart de ces cas-là, ils sont tristes et ils ont peur parce que, quelque part, ils se sont sentis seuls, Mhm. ou ils avaient peur de se sentir seuls, ou ils ont été rejetés. Et le besoin primordial de l'être humain, c'est de se sentir aimé et en sécurité, et pas juste la sécurité physique, mais la sécurité émotionnelle. Et quand ça, c'est absent, ça fait peur et ça rend quelqu'un triste. Donc, je crois vraiment fondamentalement que ça, c'est au cœur, que ce problème est au cœur de la majorité des problématiques que nous voyons en psychothérapie. Et oui, je crois que l'intervention psychothérapeutique peut aider les gens. Je ne suis pas le seul à prendre sous Johnson, mais il y a aussi d'autres approches. Une approche psychodynamique, un bel exemple de ça, c'est la psychothérapie focalisée sur le transfert, par exemple, Ouais. où vraiment l'idée, c'est de se servir du lien thérapeutique Mhm. pour corriger. Carl Rogers, il parlait de l'expérience émotionnelle correctrice, hein, l'expérience qui allait aider la personne à travers la relation avec le thérapeute à guérir. Fait au fond, oui, je pense que c'est possible. Mhm. En pratique, dépendant de la sévérité,
de la carence affective ou la sévérité de l'abus ou du trauma, ça peut être très, très complexe. Ça peut prendre beaucoup de temps. Des fois, on n'arrive pas à guérir à 100%, mais à la base, oui, absolument. Et ça n'a pas juste besoin de se produire à l'intérieur des relations avec les thérapeutes. Mhm. C'est pour ça que de plus en plus, on utilise des interventions conjugales pour Ouais. le stress post-traumatique, par exemple. Oui, et puis c'est la question de l'attachement. La figure d'attachement est présente pour le coup en direct dans la consultation. Voilà. Voilà. Ouais. Alors, je vais t'amener tout doucement vers des questions qui sont plus liées à la profession. Et je me dis, bah tiens, pour le coup, on m'a suggéré à l'oreillette que tu aimais bien l'Europe et la France. Ouais. Alors, est-ce que tu connais un petit peu la psychologie, les psychologues en France ou pas vraiment finalement? Oui, Qu'est-ce que tu en fais? j'ai des collègues français qui pratiquent. J'en ai un collègue assez proche à Lyon. C'est vrai que j'aime beaucoup l'Europe, mais je dois dire, je connais mieux l'Allemagne. J'ai Oui, passé beaucoup de temps là-bas. J'ai étudié la langue, la culture. Tu vois le Berlin devant moi, ouais, derrière moi. ouais. Euh, mais oui, j'ai été étudiant d'échange en France. Ça fait longtemps. T'es en quelle Et université? oh non, j'avais 16 ans. J'étais D'accord, ok, étudiant d'échange au lycée Saint-Joseph ok, au Havre, en Nord, en Normandie. d'accord, ok. Um, Fait que je connais un peu. Je sais qu'en France, et s'il te plaît, tu me corrigeras si je me trompe, mais Ouais, je crois qu'en France, encore, les courants pour la pratique en psychologie, c'est encore très, très psychanalytique mhm, principalement. Mais je sais aussi que de plus en plus en France, il y a des courants cognitivo-comportementaux. mhm. Euh, J'avais entendu que les approches psychanalytiques qui sont encore très, très populaires en France sont plus lacaniennes que peut-être psychodynamiques comme en Amérique du Nord. Euh, c'est pas mal ça. En termes de la profession, je sais que la formation aussi est un peu différente qu'ici. Ici, au Québec, en Ontario, et la majorité, pas tout, mais la majorité des provinces canadiennes et dans tous les États aux États-Unis, ça prend un doctorat pour Ouais, devenir psychologue, pour avoir accès au titre. Je sais aussi que chez nous, en Amérique du Nord, la profession est beaucoup plus réglementée que chez vous en France, par exemple. ouais, ouais. Mais à part ça, on arrive maintenant aux limites de ma connaissance Oui, oui. Bah, c'est assez ça. Alors, la psychanalyse prend moins de place parce que on a eu des vagues de gens formés à l'approche cognitivo-comportementale. Donc, elle a été très présente. Il y a un conflit qui s'est cristallisé entre les deux, entre psychanalyse et TCC. Comme on dit en France, on dit plutôt TCC. Et l'approche humaniste et systémique sont peu représentées. Je pense que si elles étaient représentées, il y aurait moins ce conflit, il y aura déjà un peu plus d'ouverture et de respiration. Oui, il faut uniquement, comme on dit en France, un bac plus 5, 5 années d'études là où vous en avez 8. Malheureusement, puisqu'on est un des pays qui forme le moins longtemps à la psychologie, on n'a pas l'obligation d'un internat, on a ce qu'on appelle des stages qui sont moins encadrés. Mhm. Et on a, et ça c'est extraordinaire, un tiers à la moitié des psychologues dans toute l'Europe sont français. Donc on a un nombre énorme de psychologues et on a la formation qui demande le moins de rigueur. Si tu veux te former plus, tu peux, mais il n'y a pas cette obligation. Et on a aussi quelque chose qui pose beaucoup de questions. En tout cas, ces vidéos, elles ont pour objectif de faire prendre conscience à mes collègues qui ne le sont pas souvent de cette réalité. C'est qu'on peut devenir psychothérapeute en sortant après 5 années d'études automatiquement sans avoir eu de formation. C'est-à-dire qu'on n'est pas formé à la psychothérapie à l'université. Donc, entre quelqu'un qui est formé et quelqu'un qui est simplement psychologue après 5 années d'études, eh bien, il est psychothérapeute au même niveau.
Ce qui pose Et un ça, vrai c'est une problème. différence importante. Et je sais que c'est comme ça en Italie aussi. J'ai En travaillé Italie, il y a un ordre, en par exemple. Italie aussi où, effectivement, le type de psychologue, ça n'implique pas nécessairement la pratique de la psychothérapie. Et ça, c'est très différent ici en Amérique du Nord. Quelqu'un qui est psychologue, de prime abord, qui a droit au titre, qui a le droit de s'afficher comme étant psychologue, cette personne, on sait si elle a droit à ce titre-là, a eu toute une formation universitaire Ouais. à l'évaluation psychodiagnostique, à la psychothérapie et probablement plusieurs modalités de psychothérapie. Et Mais chez vous vous avez plus de temps de formation. Donc, aussi, forcément, oui, si oui, un oui, doctorat oui, était oui. obligatoire, on pourrait. Ça dit Ça, c'est très 8 ans, important. c'est plus que ça va être 4 ans d'université Ouais, et pour ce que nous appelons le bac, le ouais. baccalauréat. Et ensuite, maintenant, le temps moyen d'un doctorat, c'est un autre 7 ans. Fait que des fois, c'est 12 ans, ce que je trouve un peu exagéré. Au Québec, on a essayé de réduire ça un peu. On a développé des doctorats qui durent en moyenne 4, 5 ans. 5 ans. Mais c'est quand même 9 ans de formation Ouais. universitaire avant d'avoir droit au titre de psychologue. Il y a certains privilèges aussi qui viennent. Il y a des actes réservés aux psychologues, comme le Oui. diagnostic d'un trouble de C'est-à-dire que santé mentale. votre ordre a permis ça. Votre ordre, et Michel Roy l'expliquait, Oui, a permis à un moment donné de bien souligner que la psychothérapie, bah, c'était du domaine des psychologues. Voilà. oui. Une des choses importantes aussi que vous... Alors, les Français sont assez bien Ça, c'est au formés Québec. là-dessus, Il ne mais faut pas mélanger. Que le c'est pas au Canada, Québec, mais il c'est m'a une bête semblé... curieuse. Parce Ah, qu'en Ontario, en c'est pas comme Ontario, ça. c'est pas pareil alors. D'accord. Non. Au Québec, et c'est vraiment un Explique-nous. modèle. Explique-nous, c'est très bien. Je veux savoir. D'accord. Premièrement, le Canada, c'est un pays assez intéressant. Et j'essaie d'expliquer aux collègues européens, surtout les collègues français, où la France, c'est un pays très, très centralisé. Hein? Et chez nous, par exemple, c'est vraiment les provinces qui dirigent tout. C'est les provinces qui sont responsables de l'éducation, du système de santé, euh, De la gestion tout ce qui pour le est coronavirus. Ça a été... oui, gestion, exactement. Et il y a énormément de variétés entre les différentes provinces pour plusieurs choses. Le gouvernement central est responsable de la défense nationale, est responsable de la politique étrangère, est responsable de la poste, est responsable des pêcheries et des océans. Mais pour tout ce qui touche, par exemple, à la réglementation professionnelle, chaque juridiction canadienne ouais. a c'est provincial, quoi. Donc, la manière dont les professions sont réglementées diverge d'une province à l'autre. Les provinces majoritairement anglophones, anglo-saxonnes, les 9 autres provinces du Canada à l'extérieur du Québec, ils utilisent le système du common law. Donc, ça se ressemble beaucoup aux États-Unis, c'est-à-dire on a un système où on est beaucoup moins basé sur les précédents et beaucoup plus sur les lois et les règles. Au Québec, nous avons gardé le code civil, le code napoléonique. Et donc, nous, on a l'Office des professions, quelque chose qui n'existe pas dans d'autres provinces. Mhm. Et l'Office des professions au Québec demande aux ordres professionnels quels sont les diplômes qui sont nécessaires pour avoir accès à une profession. Ouais. Donc, les programmes de formation universitaire doivent avoir l'approbation ou l'agrément de l'Ordre des psychologues du Québec et les personnes qui ont ces diplômes-là ont droit à un permis de pratique. Dans les autres provinces, ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas On d'ordre évalue, dans les autres provinces, c'est ça? oui, Si, il y oui, a un ordre. il y a des ordres, mais les ordres professionnels, ils n'évaluent pas le diplôme, ils évaluent l'individu. Et ça, c'est très common law. Donc, Donc, ça, c'est pour toutes les autres provinces qui en dehors oui. du Québec, alors. Moi, j'ai un permis de pratique en Ontario et au Québec. Donc, pour avoir mon permis de pratique en Ontario, Ouais. après ma formation universitaire, il fallait que je fasse 2000 heures de pratique supervisée supplémentaire postdoctorale, que je passe un examen de la pratique professionnelle écrit, un examen de jurisprudence et un examen oral. Parce que dans le système common law ou anglo-saxon, vraiment, on évalue la personne. Code civil, on évalue le diplôme.
Et Non, si mais la personne a le diplôme, on présume que la personne a les compétences nécessaires. Donc, ça veut dire OK, qu'on évalue ce que tu sais. Alors, on recommence finalement. Si je vais jusqu'au bout de l'idée, on veut savoir ce que toi, tu sais et pas les cours que tu as suivis. ouais, C'est ouais, ça. Et donc, ouais. l'évaluation, elle doit être énorme. Alors, elle doit être très longue dans ces autres provinces anglophones. Ça varie. Ça varie entre 1 ou 2 ans supplémentaires postdoctoral, mais tu as le droit au titre de psychologue en pratique Et supervisée. supervisé, voilà. Et ces autres provinces n'ont pas d'office des professions. Ils n'ont pas les autres professionnels dans les autres provinces n'ont pas leur mot à dire Donc, c'est sur normal alors. le contenu des programmes universitaires. Au Québec, c'est comme ça. L'Ordre des psychologues du Québec a donc beaucoup plus de pouvoir que les autres ordres professionnels au Canada et aux États-Unis. Donc, il y a quelques années, euh, parce qu'effectivement, il y a beaucoup et c'est très malheureux, des charlatans, des gens qui s'affichaient comme faisant de la psychothérapie et c'était du n'importe quoi, dangereux souvent pour le public. Donc, au Québec, l'ordre professionnel, avec après des consultations avec l'Office des professions et des membres de différentes professions de la santé, ça a été décidé, décrété par le gouvernement qu'effectivement, la psychothérapie et tout ce qui s'appelle la psychothérapie, c'est la province de l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, quelqu'un qui est membre d'une autre profession de la santé peut devenir psychothérapeute et a le droit légalement de s'afficher comme étant psychothérapeute, mais cette personne doit déposer une demande à l'Ordre des psychologues du Québec Mhm. qui va regarder le CV, qui va regarder le dossier et qui va souvent exiger certains cours supplémentaires, des Ouais, ouais. expériences de stage ou d'internat pour s'assurer que la personne, ce qu'elle fait, a des bases théoriques et scientifiques solides. Et tout ça au Québec est géré par l'Ordre des psychologues du Québec. Et moi, je trouve ce modèle génial. J'en parle à n'importe qui a le goût de m'écouter parce que je Je crois suis là, effectivement je t'écoute. que la psychothérapie, c'est vraiment la province des psychologues. En Ontario, donc l'autre bout de la rivière des Outaouais, où Oui. je suis en ce moment, complètement différent. Ce qui est arrivé, c'est en Ontario, oui, il y avait aussi cette volonté de protéger le public et de ne pas permettre à n'importe qui de s'afficher comme étant psychothérapeute. Ouais. Mais ce qui est arrivé en Ontario, c'est il y a un autre modèle. Il y a un ordre des psychothérapeutes qui n'est pas gouverné par l'Ordre des psychologues de l'Ontario, les membres, les personnes qui veulent devenir psychothérapeutes en Ontario, ils font une demande auprès de cet ordre Il y a une professionnel. différence parce que si je ne me trompe pas, à l'Ordre des psychologues du Québec, on considère que la psychothérapie est un objet privilégié du psychologue et que si des psychothérapeutes existent, ils sont gérés finalement en partie par des membres de l'OPQ, de l'Ordre des psychologues du Québec. Exactement. Et D'accord. en Donc là, Ontario, c'est ce n'est scindé pas alors. comme ça. Il y a les psychiatres, les psychologues, les psychothérapeutes dans l'Ontario alors. Oui, et l'Ontario et les psychothérapeutes, ça va être membre, comme au Québec d'ailleurs, de n'importe quelle profession. Ça, ben, pas n'importe quelle. Il faut que la personne ait des Même. bases, mais des travailleurs sociaux, par exemple. Ouais. Les Des, sexologues, les criminologues, voilà, les Au éducateurs, les Québec, assistantes on a sociales. des Ouais, psychoéducateurs. Hein, ça ouais, aussi, ouais. c'est des personnes qui peuvent, avec une formation parfois supplémentaire à leur formation universitaire, avoir le droit de pratiquer la psychothérapie. Et tout ça, c'est réglé, géré par l'Ordre des psychologues du Québec. En Ontario, ce n'est pas le cas. En Ontario, depuis maintenant, je veux dire 6, 7 ans, il y a un nouvel ordre professionnel qui est l'ordre des psychothérapeutes, qui a quand même, c'est très rigoureux, puis ils ont des standards d'excellence. Certainement. Mais c'est plus Et la c'est même, c'est plus pas. la même place parce que souvent on peut se dire que la psychothérapie c'est une fonction, c'est peut-être pas forcément un métier, que ça demande des prérequis. Et c'est pour ça que souvent on se dit que naturellement c'est le travail des psychiatres ou des psychologues. Mais là, ça devient une profession d'une certaine manière. Et c'est pas exactement le même statut, je trouve. Tu vois? Non, En France, on s'est oui, oui, posé je la vois. question par rapport à ça. Oui, excuse-moi, je te coupais. Non, c'est bon. Je suis d'accord avec toi. Et c'est ça, c'est.
Ça C'est peut demander difficile. des bases en psychopathologie, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'imagine que l'Ordre des psychothérapeutes demande ça en Oui, Ontario, j'imagine. oui. Mais il y a eu cette question en France où on a dit, bon, bah, si vous voulez être psychothérapeute, il faut avoir des bases en psychopathologie. Et parfois, on demandait presque que ça. Mais ce n'était pas non plus suffisant. Parce qu'il ne suffit Non. pas de… Voilà. Mais on a ce problème, notamment en France, de certains qui s'appellent plus psychothérapeutes, mais ils s'appellent thérapeutes ou psychopraticiens. Donc, ils contournent la loi, ils sont Ouais. formés à des outils en psychothérapie, mais en même temps, j'utilise cette métaphore qui est très bête souvent, mais ce n'est pas parce que je sais utiliser un tournevis et un marteau que je suis devenu un ouvrier, un plombier, un électricien. Il y a tout ce savoir derrière quand même, tu vois, qui est important. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Mais alors, toi, tu préfères finalement le système québécois? Donc, Les deux, et j'ai eu l'occasion de travailler dans les deux. Les deux, il y a des pour et des contre. Euh, mais plus que je baigne dans le système québécois, plus j'aime ça. J'aime cette façon de régler la profession. J'aime cette façon aussi de de permettre aux professionnels d'entrer dans la profession. Le système en Ontario et ailleurs, au Canada et aux États-Unis, est bon pour justement s'assurer qu'une personne, qu'un individu n'est pas un danger public. Hein. C'est vrai que, et c'est ça, dans le fond, les ordres professionnels, leur mission fondamentale, c'est ça, c'est la protection du public. Ce ne sont pas des syndicats, c'est pas au Québec, l'ordre fait un peu la promotion de la psychologie, ça c'est vrai, mais la raison d'être de ces ordres professionnels, c'est vraiment de protéger le public. hmm. Euh, et je trouve que parfois au Québec, avec le manque d'évaluation de l'individu comme tel, Il faudrait pouvoir faire un peu les deux, alors, si je comprends bien. il y a à mon avis, un certain risque. Ceci étant dit, Il y a l'inspection quand même professionnelle dont Michel nous parlait dans la première interview, c'est-à-dire qu'on vient rencontrer les psychologues à un moment donné, on vient les interroger sur leur pratique. Et hmm, là, on ne demande plus où est-ce que vous avez été formé, mais expliquez-nous ce que vous avez fait, expliquez-nous votre pratique. Donc ah là, oui, on réévalue les l'individu. inspections se font. Ah Je oui, suis en oui, train de oui. défendre l'Ordre des psychologues du Québec, Oui, j'en fais pas partie. Mais je me dis que finalement, tu vois, on remet de l'individu dans cette histoire. ouais, c'est vrai au Québec avec l'inspection. Effectivement. Et c'est pour ça que je dis, j'aime ça et je ne peux pas dire que j'ai des réserves par rapport à ça. Mais s'il y avait une critique du système québécois, ça serait ça. Mais comme tu dis, et moi, j'ai été longtemps responsable du doctorat en psychologie à l'Université du Québec en Outaouais. Je suis maintenant directeur du département de psychoéducation et de psychologie. J'ai fait partie du processus d'agrément quand l'ordre vient inspecter les lieux, regarder les plans de cours, regarder les qualifications des professeurs qui enseignent, entre autres, la psychothérapie. Et c'est quand même très, très, très rigoureux. Euh, donc, non, j'aime notre façon de fonctionner. Mais s'il y avait quelque chose, oui, il y aurait… En Ontario, par exemple, il faut que je déclare mes champs de compétences. Et chaque année, il faut dire, OK, mes champs de compétences, je travaille avec des adultes, je travaille avec des couples. Et si je déclare ça, je n'ai pas le droit de faire une thérapie familiale parce que je ne l'ai pas déclaré. Et si je le déclare, Ça, il c'est faut que… américain, ça. Ça, c'est très américain. Et si je le déclare, il faut que je prouve que j'ai ces compétences-là. Okay? En Ontario, par exemple, à l'examen oral, si moi j'arrive, je dis OK, je vais pratiquer la thérapie de couple, comme j'ai fait. Ben, ils m'ont posé des questions sur mes expériences avec le couple, ma supervision, pourquoi je pensais que moi j'étais apte à pratiquer la thérapie de Est-ce que couple. c'est pas Et un peu beaucoup, ça? Est-ce que c'est pas un peu… Tu vois, si je te pose cette question, c'est que j'ai interviewé une des responsables de Palo Alto, qui est francophone, et qui nous parlait de ça à un moment donné. La vidéo sera publiée bientôt. Et puis d'ailleurs, quand la tienne sera publiée, je crois que ce sera déjà publié, mais elle expliquait que c'était les Américains, et finalement, il fallait avoir à chaque fois, tu sais, les petites lettres après le nom pour bien spécifier que tu étais spécialisé en thérapie de couple, de famille, etc. Et que quand tu étais dedans et tu ne pouvais pas faire autre chose. Et je me dis que, je ne sais pas, ce contrôle me dérange un peu. Je peux comprendre, je c'est pas que comprends. tu ne peux pas faire d'autres choses. Ouais. Tu peux faire d'autres choses, mais il faut que tu aies
il faut que tu démontres que tu as des compétences nécessaires pour le faire. Ouais. Si moi, d'un coup, je décide, je veux voir des familles, OK, Ça ben, c'est s'apprend. sûr, j'ai suivi un cours de thérapie familiale il y a 25 ans, mais ça ne suffit pas. J'ai vu 2 familles durant ma formation au doctorat, ça ne suffit pas. Ouais. Donc, il faudrait que je sois supervisé par quelqu'un qui a cette expertise-là et que je démontre à la satisfaction de cette personne que j'avais des compétences. Cette personne écrit une lettre à l'ordre, et là, je parle de l'Ontario, OK? Et à ce moment-là, euh, ça s'ajoute à mes champs de compétences. Mais on n'a pas le droit de pratiquer à l'extérieur. Et ça, je suis pour ça. Tu vois, au Québec, ça ne fonctionne pas exactement de la même façon. Nous devons déclarer nos champs de compétences de la même façon qu'en Ontario ou ailleurs, Ouais. mais ce n'est pas contrôlé, sauf le moment où quelqu'un te poursuit Il y a un ou il problème. y a Quand une il y a un plainte problème, on te demande de justifier. disciplinaire. Et là, on se rend compte, mais Greenman t'a dit que tu peux travailler avec tes familles, mais tu as juste eu un cours il y a 25 ans, ça ne suffit pas. Et à ce moment-là, donc, ce genre de différence, vive la Mhm. différence. Mais c'est intéressant. Alors, je vais te poser la question bête, parce que j'ai vécu au Québec, mais donc je connais la réponse, je crois. Évidemment, tous les ordres professionnels dans les provinces québécoises, enfin canadiennes, justement, joli lapsus, ne seront jamais unifiés. Les anglophones et le Québec ne trouveront jamais, n'arriveront jamais à se mettre ensemble pour avoir un ordre des psychologues du Canada. Ça n'existera Voilà, pas. on ouvre une discussion par rapport Au-delà de la politique, hein. au Mais système constitutionnel canadien. La question touche beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les différences culturelles entre les 2 peuples fondateurs du pays. Hein. ouais. C'est les 2 peuples européens fondateurs du pays. Il ne faut pas oublier les personnes autochtones qui étaient ici bien longtemps avant nous. Euh, mais c'est une question légale et juridique. Le Ouais, Canada, c'est un peu comme l'Union européenne. ouais, OK? ouais, Est-ce ouais. que toute l'Europe, il va y avoir une On n'y ordre arrive pas. On professionnel? n'y arrive pas, Paul. Je te dis tout de suite, on n'y arrive pas. C'est ça. Ouais, Donc, ce qui existe par contre au Canada, mais ce n'est pas un organisme de réglementation professionnelle, ouais, mais c'est un organisme consultatif qui a beaucoup de pouvoir. C'est la Société canadienne de psychologie. ouais, d'accord. Et la Société canadienne de psychologie joue un rôle très important dans, entre autres, l'agrément de programmes. Donc, eux, un peu comme l'Association américaine de psychologie, de Ouais, APA, il y a des standards de formation pour les universités, pour, entre autres, la pratique de la psychothérapie, la neuropsychologie, etc., etc. Donc, la Société canadienne de psychologie développe ces normes et ces standards et agrée des programmes universitaires. Euh, et donc, quelqu'un qui a un diplôme d'un programme agréé par la Société canadienne de psychologie, bon, mais le consommateur ou la personne qui voit ça sait que, OK, cette personne a une formation qui a répondu à des critères d'excellence en matière de la pratique de la profession. La Société canadienne de la psychologie aussi a joué un rôle important dans la négociation justement des clauses de... c'est le l'entente de reconnaissance mutuelle. Donc, pour permettre la mobilité entre les différentes provinces, ouais, parce que les standards ne sont pas toujours pareils d'une province à l'autre pour devenir psychologue. Euh, donc, ça existe, la Société canadienne de psychologie, mais ce n'est pas un ordre professionnel. La société n'a pas de pouvoir juridique, n'a d'accord. pas de pouvoir de réglementation comme Elle les donne des organismes recommandations. Voilà, elle donne des provinciaux. recommandations. Oui, oui, d'accord. Mais Mais j'imagine. ils vont promouvoir la profession. Il y a souvent des sorties médiatiques de la Société canadienne de psychologie. Ils ont été très impliqués. Et justement, je parlais des peuples autochtones tout à l'heure. Il y a eu un rapport sur la vérité et la réconciliation ici au Canada où on a exposé la façon dont le gouvernement canadien a systématiquement exploité pendant des générations des peuples autochtones. Toutes les choses au Québec, des fois, on s'enrage parce qu'on a essayé de nous enlever notre langue et notre culture. Ben, c'est en plein ça qui a été fait Hmm. à ces peuples-là, ces peuples autochtones au Canada. Et
La Société canadienne de psychologie a joué un rôle important dans ce processus de consultation auprès de ces peuples-là. Et maintenant, dans les critères d'agrément de la Société canadienne de psychologie, on est obligé de discuter de du rapport et de cette histoire dans nos programmes de formation à venir, par exemple. L'Ordre des psychologues du Québec, j'ai une question aussi qui me vient. Il est bien vu par les psychologues, il est apprécié par les psychologues, il inquiète les psychologues. C'est une question que je te pose parce que ça fait des décennies qu'en France, on parle de l'ordre, on n'en veut pas et en même temps, tout le monde le veut. C'est très particulier. Il y a beaucoup de craintes qui se développent et donc j'ai l'impression qu'au Québec, même si c'est peut-être fastidieux parfois les démarches, j'ai l'impression que tout le monde apprécie l'Ordre des psychologues du Québec. De façon générale, oui, le public l'apprécie. Le Ouais. public l'apprécie parce qu'effectivement, quelqu'un qui a un permis, ben, tu sais que cette personne rencontre des critères pour fournir les services psychologiques. Tu peux être raisonnablement confiant que la personne ne pose pas de danger. Fait que c'est bien vu par le public. Les membres de la profession aussi, de plus en plus au Québec, ça a beaucoup changé. Hein? Ça n'a pas toujours été aussi rigoureux au Québec, mais c'est vraiment au cours des 10-15 dernières années où on a resserré les vis. On est allé au Québec, on a opté pour le doctorat justement pour entrer dans la profession. Pendant très longtemps, c'était la maîtrise, donc un diplôme de deuxième cycle. Je pense que l'équivalent d'un master. Oui, c'est là où ça s'arrête pour nous. Voilà. Et nous, on est allé... mais tout ça, c'est très récent. Je dois dire, je pense que les membres aussi voient l'ordre d'un bon œil. Mes collègues universitaires, parfois, trouvent que l'ordre, et ça aussi, ça s'est beaucoup amélioré au cours des 10 dernières années, mais pendant longtemps, les universitaires étaient pas mal méfiants de l'Ordre des psychologues du Québec parce qu'ils disaient... Moi, je n'étais pas nécessairement d'accord avec ça personnellement, mais c'est vrai que je n'assistais pas à des histoires que j'entends, des choses qui ont eu lieu il y a 20 ans ou 30 ans. Mais des fois, ils vont critiquer l'ordre pour l'ingérence, hein, l'ingérence dans les programmes universitaires, brimer les droits de la liberté académique. Les universitaires, surtout de la génération juste avant la mienne, ils gardent l'œil parfois avec un œil un peu plus sceptique. Ceci étant dit, et je sais ça parce que je préside la table de la concertation en psychologie, donc qui regroupe tous les directeurs de département de psychologie au Québec. On a aujourd'hui un très fort partenariat avec l'Ordre des psychologues du Québec dans les universités. Mais il y en a encore qui n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça quand un représentant de l'Ordre veut regarder un plan de cours et donner du feedback sur le contenu d'un cours. Il y a un malaise encore chez certaines personnes pour ce genre d'exercice. Mais bon, de façon générale, oui. L'ordre, à mon avis, est bien vu, bien reçu par le public et par les professionnels. Alors, peut-être on va vers la fin, mais il y a une question que j'aimerais bien te poser. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la profession si tu pouvais donner plusieurs coups de baguette, quelques-uns, un, deux ou trois? Qu'est-ce que tu changerais dans ton pays pour améliorer encore, s'il y a besoin, la profession? Ah, ben ça, c'est très particulier à notre situation, à nous au Québec. Oui. Mais j'améliorerais d'un coup magique le statut du psychologue dans le réseau de santé publique. Je vais donner un exemple. Ouais. En Ontario, où je travaillais à l'unité de médecine familiale, j'ai le droit de m'appeler docteur dans l'hôpital. OK, c'est pas monsieur, là. J'ai un docteur, c'est docteur Greenman. Pas juste le droit, mais je suis censé même m'afficher comme ça dans les milieux de santé. J'ai le droit de diagnostiquer. Je n'étais pas redevable à un psychiatre pour me dire qu'est-ce qu'il y en était des questions de santé mentale. Je gagnais carrément le double
le double de ce que mes collègues québécois qui faisaient le même travail Oui, gagnent. oui, ça j'avais entendu à l'époque quand j'étais étudiant qu'on gagnait beaucoup Et plus. ça, Ouais. ce sont des vestiges des années, des générations où, en fait, ça ne prenait qu'une maîtrise pour entrer. Et la psychologie au Québec est encore regroupée souvent avec d'autres professions. Donc, si j'avais une D'accord. baguette magique, j'accorderais un statut et des pouvoirs à la profession de psychologue égal à d'autres provinces canadiennes et D'accord. des États américains. D'accord. OK. Et Mais ça c'est s'en vient. ça s'en vient alors? Oui, D'accord. oui, oui. Je suis convaincu que c'est une question de temps. C'est juste parce que c'est trop récent, là, les psychologues qui ont le genre de qualification que les psychologues ont aujourd'hui. On a changé pour le standard du doctorat en 2006. Avec le système, surtout le système public. Il faut du temps, il faut du temps. Et en tout cas, ça me fait sourire parce que je sais très bien ce que les quelques Français qui connaissent les salaires au Québec déjà sont très jaloux. Alors, si on leur dit qu'on gagne le double en Ontario, vous allez avoir beaucoup de demandes. Voilà. Euh, Comment toi, tu vois la profession dans 10 ans, par exemple? Est-ce que tu as une idée de ce que ça va devenir? Est-ce que dans quelle direction ça va aller? Parce que je me dis que tu as une bonne place, c'est-à-dire que tu peux voir les choses arriver de là où tu es. Je suis sûr que tu connais des choses, je suis sûr que tu sens le vent passer dans une direction. Est-ce qu'on va aller vers ce que tu étais en train de dire, par exemple, au Québec par rapport à l'Ontario? Ah, ça, je pense que oui. Oui, oui. Ça, c'est pour moi, ça, c'est une question de temps. Mais où est-ce que la profession va? Ça, C'est c'est une une question question difficile. très, très large. Oui. Les choses peuvent aller dans plusieurs directions différentes. Je peux juste parler pour le contexte que je connais. Je sais ici en Amérique du Nord, de plus en plus, effectivement, des interventions avec des bases solides en sciences, avec les données probantes, et pas juste les données qui portent sur l'efficacité, mais les données sur le processus. Qu'est-ce que les gens font en séance, quand, comment, avec quelles réponses venant des clients. Ça, on se dirige beaucoup, beaucoup plus vers ça. Euh, L'intégration aussi dans le domaine de surtout ce qui touche la pratique, la psychothérapie. Je pense que peut-être dans 20 ans, oui, on aura, comme il se doit, on a dit au début, nos approches différentes et tout ça, mais je pense que de plus en plus, des gens qui travaillent sur le terrain, qui se rendent compte que je ne peux pas forcer les clients que je vois à rentrer dans une certaine case. Hein. Des fois, j'ai besoin de faire preuve de plus de flexibilité. Donc, je pense que ça aussi, hein, tout ce qui touche l'intégration, c'est une vague qui vient et qui est pour rester. Et quelque chose de très grand, c'est en psychologie en général, on commence à se rendre compte de plus en plus de, on parle de pandémie de la COVID-19, mais pandémie de trauma chez les gens, c'est-à-dire des interventions informées par le trauma, de se rendre compte que les personnes qui ont vécu de la violence, de la négligence émotionnelle, de l'abus et les séquelles que ça peut avoir, les prévalences de ces difficultés-là est énorme et il y a beaucoup de ce qu'on voit en psychothérapie. On a tendance à donner des étiquettes en dépression ou trouble de la personnalité et tout ça, mais au fond, dans beaucoup de cas, il s'agit de ces traumatismes interpersonnels et de plus en plus, effectivement, je sais que chez nous, ça a déjà commencé, on forme les professionnels à l'hôpital euh, à travailler de façon informée par le Mm. traumatisme. Donc, si moi, je suis au service à la clientèle à l'hôpital, puis quelqu'un arrive, puis moi, j'agis en tant qu'homme dans une position d'autorité, je risque de provoquer des réactions de stress post-traumatique ou même la décompensation chez ces personnes-là. Donc, ça aussi, ça s'en vient beaucoup, beaucoup plus, pas juste d'intervention, mais de compréhension des problématiques humaines en termes de trauma et de traumatisme interpersonnel surtout. J'en Mm. suis convaincu. Alors pour terminer, on va finir sur une note positive. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux en tant que psychologue? Alors dans ton métier, qu'est-ce qui te rend heureux? Oh, l'opportunité de vraiment apprendre à connaître autant de personnes, d'avoir le privilège d'entrer dans leur monde
Euh, et oui, de pouvoir appliquer certaines connaissances pour les aider, ça, c'est un plaisir. Et comme j'ai dit au début, j'ai vraiment l'impression d'avoir été formé pour faire différentes choses et j'ai le luxe d'avoir un poste qui me permet d'avoir cette variété. Mhm. Ça aussi, c'est quelque chose. Je, je ne me rappelle pas de la dernière fois où au Québec, on dirait je m'ennuyais. Ben, c'est pas ça. Oui, je m'ennuyais. Je me rappelle pas la dernière fois où vraiment j'étais pas stimulé par quelque chose. Et ça aussi, je trouve que c'est un des aspects très positifs de cette belle profession. Oui, je pense que votre système permet d'avoir des belles opportunités aussi, que ce ne soit pas toujours une lutte ou une difficulté autant qu'en France. Et donc, vous avez ce luxe, comme tu dis, de pouvoir ne pas vous ennuyer et de pouvoir varier les différents postes, les différentes fonctions. Et Mais c'est je vais être très clair, le luxe, c'est aussi vraiment le poste académique qui me permet ça. Hein. Si j'étais, par exemple, en pratique privée à temps plein, peut-être que j'aurais un autre discours. Mais Il faut savoir que les enseignants universitaires français ne sont pas censés pouvoir avoir une pratique clinique. ça, c'est une autre conversation. On n'a pas le temps pour ça. Oui, Mais c'est une autre ma conversation. première Mais ce que réaction je à veux ça, dire, c'est c'est que tout comment est-ce le monde qu'ils pouvait le faire. font pour Ouais. enseigner, pour apprendre aux gens à faire ces choses-là s'ils ne le font pas eux-mêmes? C'est comme quelqu'un qui apprend la chirurgie de quelqu'un qui ne fait jamais de chirurgie. Ça n'a aucun sens. Ah, eh ben oui, exactement. C'est pas moi qui l'ai dit, mais en tout cas, je voulais te le dire parce que je me suis dit, tiens, je voulais te donner un peu d'étonnement pour la journée, ça va te faire gamberger. Il y a évidemment beaucoup d'enseignants qui ont une pratique à côté, mais pour moi, ça devrait être une obligation. Et c'est vrai que certains enseignants, malheureusement, je suis pas là pour dénoncer des gens, mais certains enseignants, malheureusement, n'ont pas de pratique. Et donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais ça reste justement malheureusement des vestiges qui j'espère, à l'avenir, changeront un petit peu parce qu'on ne transmet pas du tout la même chose quand on a pratiqué et quand on a senti les choses pendant longtemps, quand on a un réservoir d'expérience, de capacité, de choses à transmettre, que quand on a simplement lu, malheureusement. Je ne peux pas donner un portrait 100% rose non plus. Hein. Ce n'est pas toutes les universités Oui, qui voient ça d'un bon oeil ou les professeurs. Tu vois, notre convention collective à l'Université du Québec en Outaouais nous permet de, tant et aussi longtemps que nos tâches de professeurs sont répondues de façon adéquate et ont été évaluées régulièrement, on a le droit à 17 heures par semaine d'activité professionnelle à l'extérieur de l'université. Mais ce n'est pas comme ça partout et ce n'est pas toujours bien vu par toute l'académie. ouais. Dans certains programmes, dans certaines universités qui sont très axés sur la formation professionnelle, oui, mais à d'autres endroits, je pense à l'Université McGill, par exemple, Ouais. ici au Canada, j'ai des collègues qui travaillent là-bas, mais disons, sont probablement moins impliqués cliniquement. Donc, il y a quand même une variété. Oui, oui, Pas exactement. donner l'impression que c'est toujours tout beau chez nous, non plus. Bon, on va pas énerver trop les Français. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Paul. C'était vraiment super. Merci à toi. À chaque fois que je me reconnecte avec le Québec, ça me fait revenir plein de souvenirs, plein d'images, et c'est toujours un grand plaisir. En plus, tu as pu nous ouvrir sur l'Ontario aussi. Ça a rajouté un peu plus d'épaisseur, et puis ça a permis de se projeter un peu plus sur peut-être l'avenir français. Un jour, on ne sait jamais, quoi. On peut s'inspirer de vous. Vous êtes souvent assez inspirant quand même sur ces éléments-là. Voilà. Très bien. Merci à toi. Je te Au remercie revoir. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.